Emmanuel Macron ne démissionnera pas tout seul, à moins qu'un mouvement le contraigne. Manifestation, mouvement social aujourd'hui, grande journée de grève et de mobilisation pour la première fois depuis 2 ans et la manif contre la réforme des retraites. Tous les syndicats étaient unis dans la rue. Le mot d'ordre, c'était non au choix budgétaire du gouvernement Bayrou. 1 million de manifestants selon la CGT, 500 000 selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus que lors de la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Vous étiez dans la rue aujourd'hui, vous en avez vu un petit morceau. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, cette journée de manif et de mobilisation ? Moi j'ai bossé parce qu'il fallait que je prépare l'émission. Du coup, t'étais pas dans la moi rue. j'ai pas préparé l'émission. Non, je suis pas sortie aujourd'hui, j'avoue. Moi je suis allé en manif. Mais moi aussi, je suis allé en manif, tout en préparant l'émission. J'avoue, j'ai hésité. Je suis allée le 10 septembre, place des Fêtes. Mais là, non, j'y suis pas allée. En ce qui me concerne, j'étais à Paris, j'étais place de la République, sur une partie du parcours de la manifestation. Et j'ai vu une manifestation bon enfant, beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de monde, beaucoup de syndicats différents les uns des autres, mais comme d'habitude, et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Ouais, j'ai vu plein de jeunes. J'ai vu plein de jeunes. C'est intéressant, alors qu'on est encore au mois de septembre, en pleine rentrée scolaire, universitaire et tout. Quand même pas mal de jeunes mobilisés. Voilà. Et vous avez vu quoi, toi? T'as vu quoi, toi, Usul? Pareil, j'étais agréablement surpris de voir autant de jeunes. Mais quand on dit jeunes, c'est jeunes au sens large. C'est-à-dire, moi, je fous là-dedans. Il y avait pas que des lycéens, il y a des jeunes actifs, des gens de 30 piges, 40 piges. Alors moi, j'ai vu Paris, mais j'ai regardé un petit peu dans les autres manifs comment ça se passait. C'était à peu près la même ambiance. Et oui, c'est bien. C'est-à-dire que le mouvement social, de toute façon, il est jeune. Ça s'était vu déjà le 10. Je trouvais que c'était assez et pareil avec des jeunes travailleurs aussi. Et on peut le comprendre. C'est-à-dire, c'est cette génération qui va avoir du mal à accéder au logement, qui a du mal à accéder à des positions sociales, à des salaires, etc. Et du coup, elle gueule, quoi. Ouais, ça me paraît pas. Et on lui propose quoi? On lui propose des jours de férié en moins. Évidemment, qu'ils sont là. C'est intéressant qu'elle gueule, cette génération, alors qu'elle a toutes les raisons de ne pas le faire, à cause de la précarité, à cause de l'isolement des jeunes, à cause de l'affaiblissement des... Elle gueule parce qu'elle est précaire. Non, mais du coup, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a encore des mouvements collectifs de jeunesse qui sont importants. Comment est-ce qu'on peut comparer cette journée du 18 à la journée du 10 ? Eh bien, écoute, moi, j'ai bien participé au 10, et puis j'ai un peu regardé ce qui se passait du côté du 18. Le 10, à mon sens, c'était une première pierre, parce que pour moi, alors j'ai passé mon 10 à Aix-en-Provence et à Marseille. Donc Aix-en-Provence, ville particulière, ville moyenne, très bourgeoise, très de droite. Et en fait, ça a été une agréable surprise. Il y a eu 2000 personnes en manifestation. Ça a été l'idée par des jeunes et notamment des lycéens et des étudiants dans une ville dont les portes ne leur sont pas ouvertes, qui leur est hors de prix, etc. Et pour moi, il y a 3 choses à retenir du 10. C'est d'abord cette présence significative de la jeunesse au sens large, mais notamment des lycéens et des étudiants qui, au fur et à mesure que les jours passent entre le 10 et le 18, ont affiné des revendications autour de l'emploi, autour du logement, autour du transport, autour de la sélection à l'université qui occasionne beaucoup de stress autour de l'austérité et tout. Pour moi, il y a une deuxième chose. Donc ça veut dire qu'en cela, pour moi, le mouvement étudiant et lycéen sont très prometteurs dans un mouvement social. Et en fait, on voit aussi une reconstruction. Enfin, moi, en tant qu'étudiante là, et en tant que doctorante notamment, Aix-en-Provence, c'était du jamais eu d'avoir une assemblée générale comme hier avec 200 personnes. C'est du jamais vu. Et pour moi, on assiste à une espèce de reconstruction du mouvement de jeunesse. Deuxième chose qui, pour moi, était importante, le 10, c'était les mots d'ordre. Un mot d'ordre, c'était Macron démission, on n'en peut plus de ce système. Enfin, genre, Macron, il s'en est pris plein la tête. Et oui, parce qu'en fait, le bloquons tout part d'un truc d'en fait, on en a marre de ce système à la fois politique et économique. Macron représentait beaucoup de choses et cristallisait beaucoup de colère avec beaucoup de Macron démission. Mais il y avait aussi des mots d'ordre. Moi, j'ai trouvé ça très progressiste autour de la Palestine. À Marseille, que ce soit le 10 ou le 18, on a eu l'entreprise Eurolinks qui envoie des munitions à Israël, où il y a eu d'énormes blocages avec des centaines de personnes à chaque fois. Et pour moi, un troisième mot d'ordre qui était très important, c'est que autant les jeunes que les travailleurs plus anciens, en fait, il y avait beaucoup de gens du service public à chaque fois. Et en fait, il y avait les travailleurs des hôpitaux et de l'éducation qui disaient, en fait, là, on est en train de donner de l'argent à la guerre et pas au service public. Et du coup, il y avait aussi beaucoup de mots d'ordre contre la guerre qui sont revenus. Et moi, c'est ce que j'ai vu du 10 et je pense, on en reparlera tout à l'heure, mais que ce 10-là, il s'est invité dans le 18 et que les mots d'ordre ont continué. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que le 10 était un succès. Je pense que c'était une mobilisation hybride avec la prétention de tout bloquer. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit à la fête de l'UMA, si tu bloques pas tout, on peut y voir qu'un échec. La quantité de personnes mobilisées était pas très impressionnante non plus. En revanche, je suis convaincu que le mouvement du 10 a été un accélérateur de la mobilisation du 18. Et je suis d'accord pour dire que 100% des manifestants qui étaient là le 10 étaient là le 18.
et que c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. On va avoir l'occasion d'en parler sur quelle est la suite à donner à tout ça, mais il fallait quelque chose, il fallait un débouché. On a passé un été à regarder Bayrou en plus qui est venu là dès fin août pour nous redire qu'on allait suer des larmes de sang là. Et évidemment qu'il fallait un débouché social à ce truc-là. Ça a cristallisé sur le 10 pour des raisons un petit peu, j'ai envie de dire. Étonnante aussi, mais il fallait quelque chose. Et derrière, les syndicats ont été assez intelligents de dire oui, il faut qu'on fasse une date. Alors ils avaient le truc de peut-être pas le 10 parce que c'est bizarre, mais au moins il y a une date. Et cette date, c'est un point de départ. Le point de départ, évidemment, c'était plutôt le 10. Mais là, ça y est, ça remontre aussi que les syndicats ont ce rôle quand même d'organisateur du mouvement social. Ouais, grave. Le 10, c'est vrai que c'était une date déroutante pour beaucoup de monde qui se disait comment ça va se passer. Puis il faut voir, là c'est là-dessus qu'on travaille dans Rhinocéros. Il y en a un qui sort dimanche. Il faut voir ce qu'on entendait dans les médias sur ce que pouvait être le 10. Attention, c'est bizarre, c'est des... Donc ça a sans doute effrayé des gens qui attendaient la rentrée sociale pour aller dire que non, on fera pas le plan de Bayrou, là où on n'a plus de jours fériés, où il n'y avait pas que les jours fériés, on l'a dit aussi, il y a des déremboursements de médicaments, enfin c'était des attaques sur tous les fronts. C'était un plan d'austérité. D'ailleurs, j'ai vu que les mots d'ordre, aujourd'hui, c'était austérité, c'était contre l'austérité, c'était pour taxer les riches, et les gens avaient besoin d'un débouché pour dire on veut pas de cette politique-là, on peut faire autre chose. On est un pays riche, eh ben très bien, on est un pays riche. Je suis d'accord avec toi sur l'importance du rôle des syndicats. On aurait pu les imaginer très affaiblis, les syndicats, après le mouvement de la réforme des retraites qui a été un échec malgré l'ampleur de la mobilisation. Après le conclave aussi, on aurait pu les imaginer humiliés, démonétisés, etc. Et non, les syndicats continuent à mobiliser massivement, de manière assez importante. Là aussi, à un moment où on a longtemps expliqué que les syndicats étaient en recul. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Oui, enfin là, ce que ça marque le 18, à mon avis, c'est le retour de l'intersyndicale, qui est quand même, depuis effectivement la dernière manifestation pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, on les avait pas vus ensemble appeler un mouvement massif. La volonté de reprendre la main, évidemment, sur cette rentrée sociale, avec peut-être le 10 qui leur a un peu échappé. Seule la CGT a soutenu le mouvement. Donc c'était quand même assez intéressant de voir qu'à nouveau, ils avaient envie de reprendre la main sur la mobilisation sociale. Est-ce que tout le monde va être d'accord et comment les choses vont évoluer? Ça, c'est aussi, je pense, la principale question, en fait, parce que il y a un peu de tout dans le mouvement du 10 septembre, dans le bloc-on tout. Il y a aussi les 2,3 millions de personnes qui ont signé la pétition contre la loi Duplon, qui était très mobilisée sur la manifestation du 10. Il y a des anciens gilets jaunes, il y a des membres de partis politiques, il y a un peu de tout, en fait. Donc c'est vrai que c'est un mouvement assez protéiforme, qu'on a du mal peut-être à définir, effectivement, mais c'est ça qui est chouette aussi. C'est que on voit qu'au fil du temps, dans ce pays, malgré la répression, malgré les difficultés que les personnes peuvent avoir, parce que tout le monde n'est pas en mesure d'aller manifester, malgré les caisses de grève, etc. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire grève 2 jours par mois. C'est très compliqué pour certains et certaines, il faut quand même le dire aussi. Et donc, du coup, il y a quand même cette solidarité qui s'organise. Il y a aussi le mouvement, vraiment le mouvement social hors même syndicats qui se structurent de plus en plus. En fait, les luttes sont en train de se nourrir et on apprend. Et l'organisation, moi, je trouve, est de plus en plus intéressante avec aussi pas mal de créativité dans les mouvements. Il y a des tentatives de blocage, il y a des occupations, il y avait un peu de tout le 10 septembre. C'était intéressant à voir et le 18 aussi. Donc, sur quoi ça va aboutir? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce que l'intersyndicale va tenir? Et je pense que ce sera vraiment, en fait, la clé de voûte un peu de la suite du mouvement. Ouais, moi je vais bien rebondir sur ce que tu dis, Léa. Je partage beaucoup sur la caractérisation que tu fais du 10 et du 18. C'est que quand je participais aux assemblées générales, tu avais beaucoup de personnes en fait qui avaient fait la réforme des retraites, qui avaient fait les gilets jaunes. Tu avais des anciens gilets jaunes, donc beaucoup de travailleurs précaires qui ont fait aussi Nuit debout. Tu en as certains pour qui c'était aussi le premier mouvement social, notamment je pense à de très jeunes lycéens, étudiants, etc. Et pour moi, ce mélange a créé des débats super intéressant stratégiquement, parce que du coup, ça sentait qu'en fait, ces espaces d'assemblée générale, de ville, de quartier et tout, c'était des moments où tu avais des discussions stratégiques sur pourquoi est-ce qu'avant on n'a pas gagné, c'est quoi qui marche, est-ce qu'il faut bloquer des ronds-points ou des périphes, ou est-ce qu'il faut aller vers une grève générale, est-ce qu'il faut se coordonner et frapper en même temps. T'avais des AG où les gens disaient putain, mince, les grévistes, ils sont pas avec nous, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, la question de la coordination, c'était une question stratégique qui était laissée en suspens. Mais moi, j'ai adoré ces moments où les gens se retrouvent et se posent des questions. Et c'est ça on se dit que c'est le début de quelque chose, on y reviendra, mais du coup, ça pose la question de la suite, quoi. Je suis complètement d'accord. Et je rebondis, il y a quelqu'un dans le chat qui disait « Oh, j'en peux plus de ce mot protéiforme ».
Oui, c'est un mouvement gazeux. C'est encore pire gazeux. Protéiforme, peut-être. On peut le dire comme ça. Mais moi aussi, je l'ai vu, ça, dans les AG et tout. C'était, en effet, comment on s'y prend. Et c'est vrai qu'on en est à un point, on est là, on a tout essayé. Quand on parlait de la loi du plan tout à l'heure et des signatures, on a tout essayé. Les pétitions, les blocages, les machins, les manifs, les grosses manifs, les manifs sauvages, les manifs plus sages. Et donc, on en arrive à la question, est-ce que c'est une crise sociale ? Est-ce que c'est une crise politique ? Est-ce que c'est une crise de régime ? Eh ben, un peu tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que cette mobilisation, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que c'est pas comme la retraite où là on dit le mouvement c'était on veut le retrait de la réforme. Là on veut quoi ? Eh ben on veut un changement, un changement de modèle, on veut un changement de. C'est vrai que c'est plus profond. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps c'est moins précis. Oui. On parlait des mots d'ordre et Safia parlait des mots d'ordre en disant que le mot d'ordre qui ressort le plus c'est Macron. Peut-être parce qu'en cette rentrée, beaucoup de choses sont encore à définir et à écrire. Le cornu, qu'est-ce qu'il va faire ? Taxe Zuckman, pas taxe Zuckman, retour sur la réforme des retraites, conclave bis, j'en sais rien. Du coup, comme on ne sait pas trop, ce qui ressort le plus, c'est la personne d'Emmanuel Macron qui symbolise sur lui l'ensemble de la contestation. Et il y a un petit parfum de gilet jaune. De casse sociale, en fait, tout simplement. Quoi. Ouais. Et plus de casse institutionnelle et politique, comme tu disais, en fait. Plus l'arrogance d'un pouvoir qui veut rien écouter. Ouais. Et les gens ont commencé à comprendre pourquoi il veut rien écouter, mais parce que le pouvoir il est aux mains des riches et que Macron ne veut pas faire une politique qui ne soit pas une politique pour les riches. Donc les gens se disent, alors du coup, et en plus, pour continuer à faire ça, il a bloqué le système politique. Donc les gens se disent, il y a un problème avec les riches, il y a un problème avec Macron, il y a un problème peut-être avec le système politique, et on entend aussi un ras-le-bol des partis aussi. Bien sûr. Pas mal, donc c'est assez global comme... Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? Ça, c'est effectivement la question. Est-ce que cette mobilisation du 18 va suffire à faire pression de manière efficace sur Sébastien Lecornu ? Est-ce que vous pensez que c'est mort ? C'est surtout qu'en fait, je pense pas que ce soit ça la revendication. Ouais. Oui, non, à mon avis, le Cornu. Mais j'essaie je parle réalistement, je parle pas de revendication. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il y a des chances de se passer ? Non, mais peut-être déjà, c'est quand même une victoire pour ce mouvement que l'intersyndicale est appelé au 18. Je rebondis juste sur ce que dit Léa, c'est-à-dire que la rentrée sociale qui était prévue par l'intersyndicale, c'est en octobre quand même. Ouais. Et donc en cela, c'est quand même une première victoire de ce mouvement. Le mouvement commence, on a Bayrou qui tombe. Deuxième victoire un peu inopinée. Et donc la question c'est... Est-ce que ça va faire pression sur Lecornu ? Je n'en sais rien, parce qu'il y a deux choses. Effectivement, j'ai l'impression que les gens s'en foutent de Lecornu, c'est-à-dire c'est le 7e monsieur qui est sorti par la Macronie, puis là c'est un proche, puis c'est l'ancien ministre des Armées, donc il appuie là où ça fait mal. C'est-à-dire là, on a retiré de l'argent à tout le monde, on a donné qu'à la guerre, donc les gens sont en mode, c'est vraiment pour nous donner un message. Et je pense que, moi, de ce que j'entendais, il y a un truc du genre... Emmanuel Macron n'écoute rien. Et en fait, le fait qu'il nomine Lecornu le prouve. Et en fait, Emmanuel Macron ne démissionnera pas tout seul, à moins qu'un mouvement le contraigne. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'était intéressant quand j'écoutais soit des Nicolas Sarkozy ou des éditorialistes bourgeois dire, mais en fait, si Emmanuel Macron démissionne, ça ouvre un précédent. Dans la Ve République, ça affaiblit en fait la figure du président, le présidentialisme qui est genre ultra important dans la Ve République. Donc évidemment que le bouc ne va pas démissionner, parce qu'en fait sinon ça ouvrirait à une crise de régime, comme tu disais Usul. Et donc toute la question c'est est-ce que ça va... Moi je pense que le Cornu et Macron ne vont se sentir pressurisés par rien, à moins qu'il y ait un mouvement qui se renforce, mais c'est des hypothèses, rien n'est sûr, que ça frappe en même temps. Moi, je vais être très honnête avec vous, je pense qu'il n'y a rien qui va les faire bouger, à moins une grève générale qui va leur faire très mal. Et même ça, je suis pas sûr. Je pense qu'une grève généralisée dans le pays, ça fera très mal. La question, c'est est-ce qu'on est en train de s'organiser pour ? C'est plus ça la question. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce que le général de Gaulle n'a pas démissionné ? Si, le général de Gaulle a démissionné, mais dans un cadre particulier qui était suite à la défaite d'un référendum, qu'il avait voulu lui-même, un référendum plébiscitaire. En plus, un truc on s'en bat les couilles, c'était sur la décentralisation. Sur la régionalisation, sur le réforme du Sénat. Non, mais oui, mais l'autre. Globalement, les Français n'ont pas répondu à la question. Bien concentré, bien centralisé. Mais en tout cas, la démission du général de Gaulle n'a pas remis en cause ce qu'il a construit, c'est-à-dire la Ve République présidentialisée, etc., que c'est même plutôt renforcé à partir de là. Non, c'est clair, mais pourquoi pas une option Macron qui fait un référendum en mode plébiscite à un moment donné, ça, voilà, il y avait un peu une musique de fond.
important. Là, de toute façon, au bout de 8 ans de pouvoir, s'il fait un référendum, ça ne peut être qu'un plébiscite. Ça va être assez rapide. Et il en avait parlé. Moi, je mettrais pas beaucoup d'espoir sur la démission d'Emmanuel Macron, ni sur sa destitution. Sa destitution, il faudrait qu'elle soit votée à deux tiers par le Sénat, ça n'arrivera jamais. Non, jamais. Et la démission d'Emmanuel Macron, il a déjà évacué la question en disant qu'il ne le ferait pas. À la limite, ça engage que lui. Bon, il a déjà résisté. Il a déjà résisté au mouvement des Gilets jaunes. Il a déjà résisté au mouvement contre la réforme des retraites. Pour l'instant, le mouvement du 18, on peut fanfaronner en disant que c'est formidable, etc. On n'est pas encore à un moment où le président de la République est menacé. Oui, peut-être que ça peut changer. Non, c'est un stade embryonnaire. Et je pense qu'il y a des choses progressistes qui, si on se repose sur ces choses progressistes, ces assemblées générales, le fait qu'il y ait des secteurs en grève reconductible, qu'en fait, il y ait de la coordination, que les gens frappent en même temps, peut-être que le mouvement aura une autre gueule. C'est possible. Pour autant, effectivement, je pense que ce monsieur est tellement entêté et qu'en fait il y a une crise du régime qui guette la Ve République qui ne va pas lâcher le morceau comme ça parce que sinon ça ouvrirait une crise sans précédent. Et ce que disait Safia aussi tout à l'heure, c'est qu'évidemment lui, Macron, dans sa tête, il veut laisser une trace dans l'histoire, je sais pas quoi, mais s'il y est contraint, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui autour de lui, y compris dans le patronat, disent gros c'est bloqué là, c'est bloqué, la seule issue c'est que tu te casses, et il va falloir qu'on solde qu'on résolve cette contradiction qu'il y a là. Vous voyez, il y a plein de pays autour qui ont dit très bien, on fait le fascisme. Il y a d'autres pays, nous, il faudrait qu'on soit dans les autres pays qui disent il va falloir qu'on fasse le socialisme ici et maintenant, parce que sinon on va se retrouver avec les fascistes. Mais vous, votre espèce de truc au milieu là, je pense que on est dans une fin de cycle là. Autre truc important pour que ce mouvement social se pérennise, voire s'amplifie, c'est la mobilisation du secteur privé. Moi, j'ai quand même vu beaucoup de secteurs publics cet après-midi. C'était assez attendu, je ne m'attendais pas à autre chose que ça, mais voilà, c'est aussi ce qu'on a vu dans des mouvements qui ont pu obtenir des succès par le passé. Ça passe beaucoup par la jonction entre le secteur public et le secteur privé. Oui, tout à fait. C'est très dur dans le privé de se mobiliser plus que dans le public. Je suis complètement d'accord, mais en réalité, moi je pense que c'est important ce que tu dis sur la jonction entre secteur privé et secteur public. C'est là où en réalité les jeunes ont un rôle, c'est-à-dire aussi de pousser le mouvement dans ses retranchements, dans sa radicalité, d'aller chercher les gens du privé, d'aller tracter devant les entreprises. En fait, il ne faut pas qu'on attende aussi que des dates tombent du ciel, quoi. Enfin, je le vois, peut-être qu'en fait, il y a des possibilités de réfléchir à des jonctions entre le privé et le public. Il faudrait réfléchir, je pense aussi, à articuler des revendications qui donnent, tu le disais, Jules, qui donnent de la clarté au mouvement et qui pourraient donner envie à des gens du secteur privé de sortir et de faire alliance avec des gens du secteur public. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, même les secteurs qui sont en grève reconductible, là, je le vois dans le sud de la France, c'est des énergéticiens. Ils ont fait des zinzinzeries, mais genre des zinzinzeries, ils ont bloqué un bateau à Fos-sur-Mer, tu avais tous les autres bateaux possibles et inimaginables qui étaient bloqués. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'avoir une grève généralisée, ça a de la gueule. Et évidemment, comme tu le disais, Usul, ça contraindrait à l'acceptation de revendications, y compris de revendications politiques. Mais là, la question, c'est qui, où, comment, quoi, on peut aller, y compris chercher les gens du privé. Et moi, je pense que autant les gens du public que les jeunes ont un rôle pour aller chercher les gens du privé. Il va falloir affiner des revendications qui leur donnent envie de sortir. Moi, j'ai vu aussi des gens du privé mobilisés. Il ne faut pas oublier que dans tout un tas de secteurs de l'économie, il y a une énorme angoisse sur les plans sociaux, etc. Il y a une pression quand même qui est assez forte sur les salariés et les syndicats sont présents dans les boîtes privées aussi. C'est pas parce qu'à Paris, on a des grands cortèges de profs qu'il n'y a pas des boîtes dans lesquelles... D'ailleurs, ça se voyait dès lundi. Dès lundi, il y avait des blocages aussi devant des boîtes avec des syndicalistes qui commençaient aussi à parler avec leurs collègues pour les préparer pour le 18 et tout. Donc, ne sous-estimons pas le fait que des gens se mobilisent aussi dans le privé. Okay. Ouais, moi j'ai des potes pas 1 million dans la rue, qui sont dans le privé et qui sont mis en grève pour la première fois aujourd'hui. Ah, c'est stylé. Mais ouais, de ouf d'ailleurs, bravo. Mais c'est incroyable, c'est clair. Mais en fait, moi je trouve que il faut qu'on... Alors, je comprends le côté, oui, il y avait peut-être pas assez de gens, oui, il faut aller plus loin, etc., etc. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment saluer ce qui s'est passé ces derniers temps parce que ça fait quand même des années qu'on s'en prend, mais plein la gueule. Que les gens vont manifester, que les gens s'en prennent en plus littéralement plein la gueule par les flics. Encore ce matin, enfin tout le temps en fait. Et que c'est de plus en plus difficile d'être contre le pouvoir. Avoir un véritable contre-pouvoir de la rue, en France, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment inexistant. Il existe dans les faits, mais le pouvoir en face ne l'écoute pas. Il a reculé sur rien.
Il n'a reculé sur rien. Alors, et donc ça, c'est pas vraiment... vrai, c'est pas vrai. Il y a eu des reculs au moment des Gilets jaunes. Il n'y a, il y a pas eu la taxe milliards d'euros. carbone. Ah oui, il n'y a pas eu la taxe carbone, emploi, certes. Mais attends, mais après, les revendications qui étaient censées être entendues, les cahiers de doléances, les ceci, les cela, mais rien, ils en ont rien fait. Au moment des Gilets jaunes, fait, ils ont quand même obtenu des trucs. Ils ont obtenu 17 milliards d'euros de. Je veux dire, par rapport à l'ampleur quand même de la mobilisation. Oui, c'est sûr. Non, mais je comprends. Macron n'a pas démissionné, effectivement, moi, je de ce point de vue-là. Il faut vraiment saluer celles et ceux, encore une fois, qui se mobilisent, qui continuent à se mobiliser. Il faut vraiment, je pense, avoir aussi c'est un principe de réalité, en fait. Là, c'est tellement la merde, les gens sont tellement dans la merde, il y en a qui n'en peuvent plus, je veux dire, il y en a qui sont vraiment à bout. La détresse sociale atteint des niveaux dans ce pays qui sont particulièrement alarmants, on le répète tous les jours, toutes les semaines on est sur ce plateau, on le dit, ça fait des années, les gens sont à bout et pour autant ils se font taper sur la gueule, mais ils continuent à avoir le courage de sortir et à s'organiser et arrêter de bosser et à vouloir bloquer le pays. Je dis putain mais bravo quoi, enfin ça fait du bien et c'est vrai que c'est pas facile. Et je pense qu'il y a aussi une partie de celles et ceux qui en ont marre, en fait, qui en peuvent plus, qui sont résignés, qui sont en mode de toute façon, ça sert plus à rien. Et donc, dans tout ça, et malgré, effectivement, peut-être cette résignation, cette fatigue, on en parlait nous-mêmes. On se disait, mais en fait, on n'en peut plus. On en parlait quand on a préparé l'émission hier encore. On s'en fout, en fait, de qui va être au gouvernement, à tel point qu'on est. Ouais, là, le remaniement, quoi. ça me voilà, gonfle. Je veux dire, on est vraiment, mais toujours, assaillis de nouvelles choses et de dingueries et de nouvelles annonces, et ça part dans tous les sens. Et franchement, je pense qu'il y a un moment donné, il y a une forme d'épuisement, et pour autant, la mobilisation reste très, très forte. Safia ? Ce que tu as dit, Léa, ça m'a fait penser à deux choses. Moi, je trouve que l'exemple des Gilets jaunes, il est intéressant. En fait, c'est ce que j'entendais dans les AG, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché dans les précédents mouvements sociaux. Et moi, je me souviens de Jérôme Rodriguez, que j'avais entendu à l'université de Nanterre, une fois quand il était venu, il a dit « Faut vous rappeler que nous, à la fin du mouvement des Gilets jaunes, et puis même... pendant ce temps-là, en fait, nous, on s'est beaucoup mobilisés, on a fait beaucoup de blocages, mais en dehors de nos entreprises, on ne tapait pas là où ça fait mal, on n'allait pas prendre l'argent au patronat. Il avait dit un truc qui était intéressant, c'est souvent on se mobilisait le samedi, donc en fait, on venait pas paralyser aussi l'économie et tout. Ça, par exemple, c'est des questions stratégiques qui sont super importantes. Jérôme Rodriguez, quand il a dit ça, moi, ça m'a fait dans ma tête. Donc ça, c'est un premier point, c'est que je pense que là, on a des gens qui veulent vraiment se poser la question de j'en ai marre, du coup, c'est quoi qui marche ? Et qu'il y a une question sur le blocage de l'économie qui circule beaucoup. Et après, pour moi, il y a une autre chose que je trouve intéressante, c'est que même si les gens en ont marre, n'empêche que les gens réfléchissent. Et qu'aujourd'hui, le blocage de l'économie comme stratégie qui pourrait se déployer s'articule non pas seulement à des revendications économiques, mais aussi à des revendications politiques, comme tu disais, Usul, tout à l'heure. Ouais, limite institutionnelle. Oui, limite institutionnelle. Et après, pour moi, il y a un autre truc, c'est que là, c'est la militante antiraciste qui parle, mais moi, j'ai toujours été frappée par les grèves, par exemple, de travailleurs sans papier. En fait, quand t'as des miettes, quand t'as rien... Oui, tu te bouges parce qu'en fait, t'as plus rien à perdre. Et qu'en fait, le pouvoir va bien falloir qu'ils se mettent ça dans la tête, c'est qu'à force de prendre aux gens, on n'aura rien à perdre, en fait. Et donc, évidemment que ça peut péter. Et du coup, je pense que là où il y a de la précarité, ce n'est pas toujours forcément paralysant pour se bouger. Je crois qu'au contraire, parfois, ça donne des raisons de bouger. Ce qui est vrai dans l'histoire du mouvement social, c'est que la précarité a amené à un moindre pouvoir des syndicats. Mais là, en effet, on est aussi en train, comme tu le disais, d'inventer, de voir comment on articule avec les syndicats, pas sans, pas contre. Et le mouvement des Gilets jaunes était un peu contre les syndicats. Là, on n'en est plus là. Ça aussi, ça a été discuté. C'est une évolution. Ouais. Voilà. Et donc, mais en effet, la précarité peut aussi amener des gens parfois à se bouger. Parce que les syndicats ont changé aussi. Moi, je trouve. Je vois par exemple sur la mobilisation sur la réforme des retraites, il y avait une forme d'intersectionnalité qui s'est créée avec des mouvements antiracistes, avec des mouvements féministes, etc., etc. Ce qui était quand même un peu, nouveau, quoi. Moi, j'ai trouvé, et je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait un point de convergence qui était assez fort. On en avait parlé avec Sophie Binet l'été dernier pour la dernière émission de la dernière saison de Backseat, des mutations du syndicalisme et de cette intersectionnalité dont tu parles. Je voulais vous proposer qu'on parle également de cette taxe Zuckman qui est devenue omniprésente dans le débat politique depuis plusieurs semaines maintenant. Pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi, la taxe Zuckman, c'est une proposition faite par un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckman et qui consiste à prélever chaque année 2% du patrimoine des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Y compris le patrimoine professionnel. Y compris le patrimoine professionnel. C'est un impôt plancher, il y a des mécanismes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, c'est une proposition de taxation des super riches qui pourrait ramener 25 milliards d'euros par an dans les caisses de l'État. Je vous rappelle
que François Bayrou nous parlait de 44 milliards d'euros d'économies qu'il fallait faire. Pour vous donner un ordre d'idée, on aurait la moitié de cet effort. D'économie. Donc voilà. Tax Zuckman, dont on parle beaucoup dans la classe politique, dont on parle beaucoup dans les médias. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir beaucoup de gens réagir à cette taxe Zuckman, y compris pour la dénoncer sur les plateaux à droite, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Sur LinkedIn, ça s'énerve beaucoup, etc. Mais c'est intéressant. J'ai l'impression que ça faisait une plombe que la gauche n'avait pas réussi à inscrire à l'ordre du jour un truc. Et un truc qui les fasse suffisamment flipper pour qu'ils se sentent obligés d'ouvrir leur gueule pour dire « Mais attendez, c'est fou ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la gauche a marqué un point, là, avec cette taxe Zuckman ? On verra si elle a marqué un point, même si Le Cornu a vraisemblablement dit que c'était exclu qu'il la fasse passer, parce qu'il faut quand même rappeler qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas rien. Avec, avec des députés de la majorité qui n'étaient pas là. Et alors ? Elle a été votée. Oui, mais pas avec l'état réel du rapport de force à l'intérieur de l'Assemblée. Pourquoi ils n'étaient pas là, alors ? Parce qu'ils s'en battaient les couilles, ils savaient qu'ils mettraient leur budget en 49.3, donc ils sont pas venus. Non, mais c'est comme ça qu'on a voté. Néanmoins, elle a été votée. Il y a des députés qui sont élus, qui ont voté cette proposition de loi. Donc c'est quand même un signal qui n'est pas inintéressant. Elle a été rejetée, évidemment, au Sénat, ça c'est sûr. Mais bon, bref, il y a quand même une base, en quelque sorte, légistique ou parlementaire qui est déjà là. Une certaine forme de légitimité. Et du coup, moi, je pense que par rapport aux négociations qui, vraisemblablement, sont en train de se jouer à Matignon, les sauces poussent à donf pour la taxe Zuckman en disant que ce serait peut-être le seul truc qui permettrait à Le Cornu de ne pas sauter lorsqu'il présentera son budget et qu'il va forcément devoir convoquer un 49.3, comme on peut l'imaginer. Mais donc, du coup, je trouve ça effectivement intéressant que ça se joue un peu là-dessus. Après, le problème, c'est que voilà, elle peut être remaniée, elle peut être réfléchie aussi à minima. Enfin, il y a plusieurs versions de cette taxe qui sont envisageables. Et donc, j'ai peur que ce soit une espèce de carotte un peu pour justement apaiser un peu la gauche, la diviser encore plus. Voilà, donc mais c'est intéressant effectivement que ça prenne le dessus. Et on parlait tout à l'heure du secteur privé et des entreprises, mais finalement, si la taxe Zuckman passe, on aura peut-être les startups dans la rue. Et ça, ce sera intéressant. On a hâte de les voir. Ils vont créer une appli, là. Mais ils seront quand même là. Ils vont créer une appli de mobilisation. Et ils seront tous contre le gouvernement. Là, il y aura un point de convergence. Macron dégage. Même les start-upers. Parce que justement, le monde de la tech, les gens de LinkedIn, comme tu dis, sont contre cette proposition. Bref, ça peut être créer une mobilisation en parallèle. Je pense qu'il faut expliquer un petit peu quand même. Parce que les 2%, c'est pas... En effet, c'est sur tout le patrimoine, y compris le patrimoine des biens... dit professionnel, c'est-à-dire, vous savez, le fameux truc, vous l'avez sans doute vu plein de fois, Elon Musk, il est riche à milliards. Non, il est pas vrai, c'est pas des vrais milliards, parce que c'est des actions, et donc du coup, il faudrait qu'il les vende pour que ça vaille vraiment. Et la taxe Zuckman dit, on s'en fout, on prend 2%. Ouais. Et si tu n'as pas le vrai argent pour le payer, Zuckman, il dit, on te prend 2% des actions, l'État les prend. Voilà. Ça s'appelle un impôt, finalement. Ça s'appelle un impôt. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est dans la discussion, moi je trouve que c'est un geste civilisé, en fait, ce nouvel impôt. Vraiment, un modèle, on recivilise un petit peu ce capitalisme qui n'accepte plus. Qui est ensauvagé. Ouais, qui s'est ensauvagé, qui n'accepte plus rien. Et Zuckman a raison, il cite Joseph Caillot très souvent. Et il faut vous remettre dans l'ambiance. On est au début du XXe siècle. Et il y a des progressistes qui ont l'idée de l'impôt sur le revenu. Incroyable. À l'époque, c'était intolérable. Mais vous imaginez pas la gueule qu'ils ont fait. Évidemment, mais ça va pas, c'est notre argent, on l'a gagné, c'est confiscatoire. Et tous les arguments vous allez ruiner l'économie, tout le monde va partir, les gens vont exploser. Et puis comment on va faire ? Et ça va être les gens vont exploser. Mais on a entendu. Et aujourd'hui, non, l'économie, ça marche aussi avec l'impôt sur le revenu. Bon, voilà, là, c'est un peu pareil. Et ça a fait quelque chose de plus civilisé derrière. Voilà, on a pu faire plein de choses avec cet impôt sur le revenu. On a pu faire des services publics. Là, le problème, c'est que on cherche des ressources. Faut faire un impôt. Mais c'est aussi vieux que... et leur défense, elle aussi, elle est ancienne. Et leur défense il ne faut pas nous taxer, parce que sinon, c'est nous qu'on crée les emplois avec notre capital. Mais non, vous créez rien avec votre capital. Vous créez rien. Il y a une bonne partie... Et c'est la force de travail qui crée. Voilà. Et en plus, on a un problème d'investissement.
C'est-à-dire que tous ces volumes d'argent là de machin, on se pose aussi la question, l'État se dit comment on pilote l'investissement, il va peut-être pas là où il faut exactement. Nous, en tout cas, on sait qu'on aimerait que ça se passe un petit peu différemment. Bon, à un moment, il faut que l'État reprenne la main et dise, ça je prends. Voilà, ça je prends. Vous savez pas faire, vous savez rien faire. Enfin, vous savez faire vos trucs de con, là, de licorne, de je sais pas quoi, mais voilà, il faut récupérer un peu. Safia, est-ce que ça pressurise pas aussi un peu le Rassemblement national, cette taxe Zuckman, parce qu'on les a entendus, le RN, dégainer une proposition de nouvelle ISF, parce qu'ils étaient bien obligés de répondre quelque chose. Oui, le RN, ils font de la danse du ventre, mais moi, ça me faisait juste penser à un truc, c'est que le RN, ils sont en train de faire une danse du ventre auprès du MEDEF, mais aussi auprès des acteurs politiques. Enfin, c'est-à-dire, il faut que je sois un parti respectable, présidentiable, mais en même temps, il y a toute une partie de leur base qui sont des gens, malheureusement, des classes populaires et ouvrières, qui ont une certaine envie de revendication sociale. J'espère que la gauche et que la gauche révolutionnaire va pouvoir rechoper ces gens-là, mais n'empêche que là, pour l'instant, c'est des gens acquis au Rassemblement national qui pressurisent le RN. Donc le RN sont tiraillés entre leur envie de draguer les gens du haut, si je puis dire, et en fait leur base sociale par le bas. Et d'ailleurs, les gens du haut qu'ils essayent de draguer, parlons-en du MEDEF, moi, je ne pense pas que ce soit pour un capital ou un capitalisme plus civilisé. Je pense que juste que les patrons sont dans une vague de radicalisation ces dernières années que je trouve extrêmement importante. Tant sur le plan de l'économie, parce qu'on connaît quand même une marche à la guerre et une militarisation qui est extrêmement coûteuse et qui va bientôt aussi tomber et faire l'effet d'une claque un peu au patronat, mais aussi sur le plan politique, parce que, je sais pas, moi, après la réforme des retraites, c'est quand même 1000 syndicalistes qui ont été assignés pour des auditions dans des tribunaux, où il y a eu des tentatives de licenciement injustifiées, etc. Donc pour moi, c'est le premier truc. Et ensuite, sur le chat, il y a eu un truc intéressant qui a été dit. C'est que la taxe Zuckman, c'est aussi possiblement le bâton qui vient cacher la forêt. En fait, ça va être aussi un outil de négociation dans la période pour avoir en fait 20, 30, 40 milliards d'économies sur notre dos. Oui. Donc c'est intéressant aussi de voir la danse du ventre du RN dans ce contexte-là. C'est le côté totem de la taxe Zuckman dont toi tu dis, Jules, qu'il faut se méfier un peu. Oui, parce qu'ils peuvent tout à fait dire très bien, on accepte ce truc-là. Moi, je trouve que c'est quand même important qu'ils acceptent qu'on taxe ce truc-là, notamment les biens professionnels. Je trouve que c'est vraiment un changement qualitatif, tu vois, de dire vraiment là, si on peut pas rester comme ça, il va falloir qu'on trouve comment mobiliser cet argent-là. Et en même temps, on pourrait aussi se diriger vers une solution dans laquelle, ok, on accepte, on va commencer à taxer les biens professionnels et les grandes fortunes avec ce truc de rattrapage. C'est un truc de rattrapage parce qu'à un moment il y avait l'impôt sur la fortune et que l'impôt sur la fortune a changé et nanana, et donc du coup, en gros, ils payent pas. Voilà, en gros, toute cette masse de valeur n'est pas imposée. C'est aussi bête que ça. Donc ces gens sont hyper riches. Alors ils vont te dire virtuellement, mais non, c'est ces actions. Enfin, c'est-à-dire que ces actions, elles te donnent un pouvoir, etc. Mais elles sont pas. Ça n'est pas imposé. Donc il faut qu'on change le cliquet et qu'on dise là maintenant on va imposer ce truc-là. Pour autant, ils peuvent dire d'accord, on vous accorde ça, mais de toute façon notre plan c'est toujours l'austérité. On va toujours continuer à casser les services publics. Et donc c'est tout le problème. Il faudrait pas que ce soit notre totem absolu. Par contre, je pense quand même que c'est la bonne question. Et de toute façon. C'est évidemment une question centrale de lutte de classe. On est en pleine. Non, mais c'est quand même assez extraordinaire et on va en parler après, sans doute des manifs en Angleterre, etc. On voit qu'il y a beaucoup il y a d'autres situations dans d'autres pays et c'est bien que la France on soit sur cette lutte de classe à l'ancienne. Les riches, on va aller chercher, ils sont pas contents et puis ça. Ce que je trouve intéressant on a aussi, des repères. C'est dans la capacité qu'a la gauche d'avoir aussi un contre-récit, d'avoir quelque chose de conquête. On a souvent dépeint une gauche ces dernières décennies qui était beaucoup sur la défensive, sur la défense des acquis, sur la lutte contre en permanence. Et là, ce côté lutte pour, ce côté récit d'un truc nouveau qui n'existe pas aujourd'hui et qu'on pourrait créer, qu'on pourrait inventer, qui correspond au monde d'aujourd'hui avec ces riches multimilliardaires, etc. Je trouve que c'est intéressant et que c'est un contre-récit qui peut fonctionner de manière assez intelligente face à une extrême droite qui, elle, surinvestit les récits. Et je finis sur justement l'extrême droite qui reproche à la gauche d'être devenue une gauche culturelle, du marxisme culturel, de je sais pas quoi, alors tout leur truc pour la gauche c'est les bobos qui ont de l'argent en fait, mais qui ont des valeurs et qui veulent se montrer qu'ils sont progressistes, je sais pas quoi, mais non, regardez, la gauche c'est aussi et on est là et on est tous là, aussi progressistes que nous sommes et aussi intéressés et fermes qu'on puisse être sur toutes les autres formes de lutte. Regardez, on est toujours là et on mène toujours cette bataille là, on la mène à donf et là vous aurez pas les fachos avec vous là-dessus parce qu'en plus on la mène avec vous les gens. Quelqu'un qui demande si la taxe Zuckman n'est pas trop complexe à mettre en place. T'inquiète.
S'il y a de la volonté politique, je te fous 2 inspecteurs des finances dans une salle avec des pizzas, ils te sortent un dispositif en une demi-journée. La fête de l'humain aussi, c'est compliqué à mettre en place. Bon, ça se fait, les gens montent les des dispositifs trucs, fiscaux dans ce pays, voilà. on a inventé des trucs beaucoup plus compliqués que ça. Voilà.